Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet très important aujourd'hui, la démocratie locale. Vous le savez, on vit un peu une situation contrastée sur ce sujet. On a à la fois des gens très engagés, des citoyens qui sont dans les associations, qui s'intéressent à la politique et qui en même temps perdent confiance dans leurs hommes et leurs femmes politiques. Les trois quarts d'entre eux estiment ainsi que les élus ne savent plus fonctionner correctement, ne savent pas répondre à leurs problèmes et en même temps, quand on leur demande, eh ben, ils sont presque autant à dire, bah oui, mais si nous, on nous demandait notre avis, ça fonctionnerait davantage. C'est ça un peu le sujet du jour. Comment est-ce qu'on peut faire, comme à Lyon, qui, on le sait, est une ville particulièrement active sur ce processus, sur les associations, une ville qui a inventé à la fois l'humanisme et tout un ensemble de sujets participatifs et démocratiques. Bah, comment est-ce qu'on fait pour réinventer la démocratie, pour peut-être inventer de nouveaux outils? Eh ben, c'est ce dont on va parler avec nos deux invités aujourd'hui. On a à la fois Alexia de Montgolfier, la présidente d'Equinox, qui travaille sur ces sujets de renouvellement des pratiques démocratiques, et Georges Képénékian, l'ancien maire de Lyon, qui lui aussi veut redonner le pouvoir d'agir aux citoyens et toute sa place à la société civile. Je vous propose d'en parler avec eux aujourd'hui. Oui, Alexia, je le disais, vous êtes la présidente de Equinox. Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots votre parcours et vous présenter, en fait, pour ceux qui vous connaissent pas? Déjà, merci de m'accueillir à Lyon. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Alexia de Montgolfier, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en dernière année d'architecture. Je travaille pas mal sur les questions d'habitabilité des territoires ruraux en France, notamment dans la Creuse et maintenant plutôt en Alsace. Moi, j'ai grandi en région parisienne. J'ai toujours été assez investie dans le milieu associatif, principalement sur les questions de sans-abrisme, de précarité du logement, etc. Et j'ai découvert Equinox lors des Européennes 2024. C'est un parti qui m'a beaucoup plu sur sa transparence, sa volonté de réenchanter la politique, de reparler aux citoyens et aux citoyennes et de redonner confiance en la politique. Et donc j'ai rejoint Equinox et l'année dernière, Anatole Réverbori, donc l'ancien président et cofondateur, qui est aujourd'hui éleveur laitier en Bretagne, m'a proposé avec lui de monter une liste pour le bureau politique. Et donc nous avons été élus au jugement majoritaire en janvier 2025. Georges Képénékian, alors vous êtes l'ancien maire de Lyon, ici évidemment on vous connaît, mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours, votre engagement, votre rapport à la ville de Lyon et votre mandat, puisque vous avez été, je le disais, maire? Très simplement, oui, je suis né à Lyon, je vais grandir à Lyon, faire mes études de médecine à Lyon, devenir chirurgien et avoir un parcours très engagé dans cette ville, dans différentes rubriques. Et vraiment, les droits humains sont pour moi un de mes engagements majeurs. Et c'est comme ça qu'à partir des années 2000, je vais rejoindre Gérard Collomb, devenir adjoint à la culture, puis premier adjoint à la culture, puis effectivement maire, pendant que Gérard Collomb prend son poste de ministre de l'Intérieur. Je viens de passer les 6 dernières années, puisque j'étais candidat en 2020, mais hélas, je n'avais pas été élu, donc j'ai été dans l'opposition pendant ces 6 ans, et ce qui m'a aussi donné un autre regard sur le fonctionnement de la majorité actuelle. Et c'est ainsi que nous avons décidé, avec toute une équipe, de monter une liste pour les municipales de cette ville. Alexia, je le disais, vous êtes assez jeune, vous représentez cette génération qui s'engage autrement. Comment est-ce que vous regardez ce diagnostic qu'on peut faire aujourd'hui de notre démocratie locale, de la manière dont elle fonctionne, ou justement elle ne fonctionne pas? Comment vous jugez tout ça? Je pense que notre crise démocratique, elle est surtout d'un point de vue de l'écoute. Aujourd'hui, la classe politique en général a du mal à écouter les citoyens, ou en tout cas, il y a un ressenti de non-écoute de la part des citoyens et des citoyennes. Ça a été dit dans l'introduction, beaucoup de chiffres en parlent, beaucoup d'études nous montrent que les Français et les Françaises, 11% des Français et des Françaises ont confiance dans les partis politiques. C'est quand même très peu et assez dommage d'un point de vue démocratique. Et ce qu'on voit aussi dans les chiffres, c'est que le premier kilomètre de la démocratie, donc les maires et les conseillers municipaux, sont aujourd'hui la seule figure qui a encore cette confiance envers les citoyens. Je pense de par sa proximité aux citoyens et aux citoyennes. Donc je pense qu'il y a une réelle nécessité de recréer ce dialogue-là. Georges Képénékian, vous avez été maire de Lyon, vous connaissez évidemment bien les institutions de l'intérieur, vous venez d'entendre ce qu'évoquait Alexia, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est un problème d'institution? Est-ce que c'est un problème de citoyenneté? Est-ce que c'est les médias qui jouent aujourd'hui un rôle différent?
Comment vous regardez ce diagnostic de notre démocratie locale un peu malade aujourd'hui? Alors, c'est jamais une seule cause, bien entendu, mais je pense vraiment, pour avoir vécu toute cette période, qu'il y a, et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Alexia, une dégradation du rapport au politique, de la foi dans le politique, de la confiance dans le politique, aussi parce qu'on a fait beaucoup d'annonces qui n'ont jamais été suivies de fait. C'est ce qui est bien sûr difficile puisque les périodes changent et que ce qu'on a pu imaginer à un moment devient plus possible à un autre. Mais les partis, et je suis aujourd'hui d'aucun parti, c'est parce que je fais le constat que les partis ne répondent plus aux attentes dans leur mode de fonctionnement. Ce aller vers, écoutez, cette infusion dans les corps intermédiaires auprès de la population, il y avait tout un réseau de sympathisants autour des partis. Il y avait des projets de société. Et tout ça est en train de fondre pour laisser souvent la place à des confrontations parfois violentes, plutôt à des invectives qu'à du débat profond. Donc je pense que aujourd'hui, et le local et le maire en particulier, qui est au plus près des questions de nos concitoyens, est celui qui peut renouer avec cela. Et notre démarche dans cette campagne, c'est justement de remettre nos citoyens au centre de nos préoccupations, et pas d'une manière verticale à quelques-uns entourés d'un cabinet pour réfléchir aux propositions les plus tonitruantes, mais vraiment avec beaucoup d'humilité, aller vers nos concitoyens, aller vers les associations, les corps intermédiaires et ouvrir le débat. Alors ça, c'est une question qui s'adresse un peu à tous les deux. Évidemment, on a vu qu'il y avait une sorte de défiance démocratique, hein, vous en avez parlé, mais est-ce que, selon vous, c'est lié à quoi? C'est lié aux institutions, c'est lié au fonctionnement, à l'évolution de la société. Quel regard vous portez sur cette situation? Est-ce que c'est plus une défiance ou une véritable crise de la démocratie? Je pense que nos instances commencent à être un peu à bout de souffle et il y a besoin d'une réflexion autour de ces questions-là. Je pense qu'il y a énormément en tout cas à l'échelle locale, beaucoup d'expérimentations qui sont faites dans de nombreuses mairies. Et je pense qu'il faut avoir un peu le courage de l'expérimentation aujourd'hui pour essayer de nouvelles formes de démocratie, de nouvelles formes de scrutin. On parlera peut-être du jugement majoritaire plus tard, du tirage au sort, etc. Et d'ailleurs, dans votre programme, il y a aussi de nombreuses propositions de mise en place de conventions citoyennes, etc. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire pour renouer avec la démocratie. Oui, je rebondis, mais nous sommes convaincus que il y a une attente de la population. Dans les discussions depuis 18 mois, on a fait des dizaines de réunions. Les gens sont d'abord un peu méfiants, se disant mais c'est quoi, il a fait de la politique et il vient nous expliquer qu'il fait plus partie d'organisations politiques. Donc il y a même une suspicion. Mais une fois qu'on a franchi ce cap, eh bien les propos, les idées, les propositions qui sont souvent d'ailleurs convergentes vont sortir. Et là redonner le sentiment qu'on est le sentiment qu'on est à l'écoute, qu'on est là pour renouer la confiance et que ça va leur redonner du pouvoir d'agir. Je pense que beaucoup de nos concitoyens qui connaissent les problèmes, qui savent comment les régler, et c'est vrai dans toute organisation, c'est des gens qui sont au plus près des problèmes, qui ont en même temps souvent les bonnes idées. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que quand on est en place dans les institutions, et la collectivité en est une, on finit par être noyé par le programme qu'on a fait, par les décisions qu'on doit prendre au jour le jour, et on a du mal à réajuster au fil du temps. Ça demande beaucoup d'agilité. Écouter, ça veut dire ne pas avoir une idée préconçue, formelle, qu'on veut dérouler jusqu'au bout. Les élus, les citoyens, on voit bien qu'entre les deux, il y a quelque chose dont on parle, dont on commence à parler beaucoup, le mot de société civile, mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot de société civile? Et est-ce que c'est ça, quelque part, l'avenir pour sauver notre démocratie locale?
Je pense totalement. Enfin, la société civile aujourd'hui, ça regroupe plein de formes différentes, des associations, des syndicats, etc. Et je pense qu'il y a une réelle, un besoin de leur donner plus de pouvoir et de les écouter. Aujourd'hui, la société civile, son rôle premier, c'est de faire le lien justement entre les citoyens et les instances. Et en fait, si on casse ce lien-là, les citoyens et les citoyennes ne peuvent plus s'organiser, et donc il y a moins de communication avec les différentes instances. Donc, je pense que c'est une des premières choses à faire, c'est qu'elles se sentent écoutées, mais surtout entendues. Oui. Alors, la société civile, sans remonter à trop d'histoire, mais elle se constitue à Lyon dès le XIVe siècle. C'est-à-dire, c'est les métiers qui vont être les représentants et qui vont devenir les consuls et les échevins. Donc, ça part fondamentalement des marchands, des métiers, et ils sont organisés pour avoir des représentants dans le conseil consulaire. Donc, pour moi, la société civile, c'est pas quelques personnes qui ont des métiers dans la vie dans la vie civile, qui rentrent en politique comme on rentrerait en religion. Ça marche pas. C'est parce que le temps qu'ils comprennent comment fonctionne le système, parce que vous avez des machineries administratives, il faut beaucoup de temps. Et ça, je crois que c'est pas la bonne solution pour moi. La bonne solution, c'est qu'on recrée le dialogue entre les élus qui sont par la démocratie représentative et qui soient en capacité vraiment de travailler avec ces instances. Je cite par exemple la rencontre que j'ai eue avec les commerçants du centre-ville. Ils ont fait un travail remarquable de diagnostic, de proposition, mais le politique pourra pas réinventer. Il y a juste à travailler avec eux pour le rendre possible. Voilà comment nous le voyons. Et cette société civile est riche. Quand nous avons choisi Lyon Quelle Énergie comme le nom d'un autre mouvement, c'est parce que je considère que c'est dans la ville qu'il existe cette énergie et que le maire n'est pas le vertical qui décide d'en haut. Le maire est celui qui rend possible justement le travail de tous ces intervenants. Totalement. Et pour rebondir, je pense qu'on a tendance à dire aujourd'hui que les citoyens et les citoyennes sont moins engagés. Je pense vraiment que c'est faux et que justement il y a cet engagement qui est de plus en plus fort au niveau associatif parce qu'ils ont plus confiance en la politique. Moi je me rends compte en tant qu'individu, pour moi m'encarter dans un parti politique faisait pas partie du panel d'options que j'avais devant moi. Or, pour moi, ça devrait être quelque chose qu'on apprend aux enfants, etc., que c'est important l'engagement citoyen, etc. Et je pense qu'il existe aujourd'hui et qu'il est important de le prendre en compte à l'échelle de la France. À Lyon, on l'a vu et on le sait, il y a un tissu associatif très riche, une tradition historique, j'allais dire, de mode d'engagement. Et pourtant, on a l'impression que ces associations ont été peut-être paradoxalement moins entendues ou peut-être pas bien écouté pendant ce mandat. Qu'est-ce que vous en pensez, Georges Képénékian, de cette situation et de cette apparente contradiction? Mais alors, franchement, pour renforcer mon propos, je pense que c'est la manière de faire. On a proposé, nous, de créer des grands moments, et en particulier les 100 premiers jours de mon élection au poste de maire, sera de vraiment créer un mois de mai citoyen où, thématique par thématique, nous rencontrerons les acteurs. Les conventions citoyennes, gardons ce terme, j'ai vécu d'assez près la convention citoyenne sur la fin de vie, ont fonctionné remarquablement. Vous avez des gens qui pensent d'une manière et d'autres du contraire, et puis tout doucement, par le débat, mais un débat protégé, sans violence, sans invective, eh bien, on arrive tout doucement à ce que j'appelle, et ce que les Québécois appellent les accommodements raisonnables. Je pense que ces modèles-là, avec tous les acteurs qui ont envie de participer à cela, dans des arrondissements, sur des thèmes que nous aurons choisis, c'est d'arriver à construire, à proposer ensemble des lignes programmatiques. En effet, vous parliez des conventions citoyennes. Je pense qu'elles nous ont montré, donc celle sur les temps de l'enfant, la fin de vie et aussi celle sur le climat, le fait que des citoyens et des citoyennes, accompagnés d'experts, etc., avaient la capacité d'avoir une réflexion assez large et des propositions concrètes pour avancer. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est
arriver à les institutionnaliser et en fait à leur donner aussi un certain pouvoir et passer en fait d'une démocratie participative à une démocratie délibérative. Absolument. Donc ça, je pense que c'est assez essentiel pour leur redonner aussi confiance dans ce qu'ils et elles font. On a bien compris que ce n'est pas la concertation dont on parle, qui, hélas, est devenue plutôt verticale. Hein, on a amené un projet, on le met en débat, et ma foi, viennent ceux qui ont envie ou ceux qui s'y opposent. Donc ça marche pas non plus. C'est vraiment redonner le sentiment à nos concitoyens à travers ces institutions, ces corps intermédiaires, qu'il y a une vraie place pour construire. Et Alexia, j'ai pris comme formule d'un anti-programme. Nous avons fait une quinzaine de points clés dans notre programme pour montrer plutôt la vision que l'on a et vers où on veut aller, mais pas un 140, 200 propositions. C'est justement une option que nous avons prise. Vous avez parlé beaucoup tous les deux d'horizontalité face à la verticalité. On voit que ça, c'est un sujet, mais moi, j'entends presque autre chose. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi la question, on va dire, du désir, de l'intention politique, hein? Est-ce que ça amène pas, enfin, quelque part, à changer de posture, de leadership pour être un élu qui fonctionne autrement dans sa gouvernance? Je pense qu'au-delà des questions de verticalité, horizontalité, pour moi le plus important ça reste la transparence. Et je pense que c'est aussi une des causes de notre crise démocratique qui arrive de plus en plus forte, c'est le fait que les citoyens et les citoyennes n'ont pas ce pouvoir d'agir parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances de ce qui se passe pour prendre une décision, etc. Donc je pense qu'il y a un gros enjeu que déjà à l'échelle d'une mairie, il y a une transparence qui soit assez importante. Oui, transparence sur la manière dont on prend les décisions, dont on les met en œuvre, mais aussi transparence sur les budgets, par exemple. Je crois que la responsabilité d'un élu et du maire, c'est de dire au plus près de la vérité, quand je dis au plus près parce que la vérité c'est un peu compliqué, mais d'être au plus près. Laisser penser que des budgets sont open bar aujourd'hui et qu'on pourrait tout faire, est irresponsable. Donc cette transparence, elle est là. Elle est aussi, encore une fois, dans la manière de rendre compte. C'est pas juste une fois de se mettre, de discuter puis de dire maintenant je vous ai consulté, je vais faire à ma manière. Non, c'est quelque chose qui devient un processus continu. C'est pas une fois au début. C'est comment on renoue et la confiance, elle ne se reconstituera que sur la durée. Ça va pas être magique et il faut néanmoins qu'on y aille. Mais le cadre, pardon, vous posez la question du cadre. Nous, on s'est donné comme cadre le prendre soin. C'est-à-dire que la ligne de fond, la vision, le chemin que nous voulons prendre, c'est le prendre soin de la ville qui elle-même prend soin de nous, mais de la ville, que ce soit l'économie, que ce soit la sécurité, que ce soit le logement, que ce soit les mobilités, bref, que cela s'inscrive dans vraiment la défense des communs de chacun, de l'intérêt général et de tous. On est maire, on n'est pas le maire d'une partie des Lyonnais, on est le maire de tous les Lyonnais. Alexia, vous nous avez parlé de différents outils possibles. Il y en a aussi que vous avez expérimenté, y compris vous, pour devenir présidente. C'est ce qu'on appelle le jugement majoritaire. Est-ce que vous pourriez nous le raconter et nous parler aussi de ces fameux référendums locaux? Est-ce que ça peut marcher à l'échelle d'une ville, en fait? Totalement. Le jugement majoritaire, donc c'est un mode de scrutin que nous on a décidé d'utiliser au sein du parti, que ce soit pour l'élection des dirigeants et dirigeantes, mais aussi sur le vote du programme, etc. Et donc c'est un mode de scrutin qui a été inventé et cherché par des chercheurs du CNRS, des chercheurs français. Pour le but de scrutin, c'est au lieu d'avoir un vote assez binaire où on va choisir un seul candidat ou candidate, on va donner une note à l'ensemble des propositions qu'on a devant nous. L'idée, c'est de sortir un peu du vote utile, sortir de cette polarisation croissante où on va nous dire qu'il faut absolument voter pour un tel pour faire barrage, etc. Mais plutôt prendre du recul sur toutes les candidatures et pouvoir avoir un avis sur l'ensemble des candidatures. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui ont été menées sur ce sujet. C'est le mode de scrutin aujourd'hui qui est le plus fiable pour mesurer l'opinion des Français et des Françaises. Donc je pense que l'intégrer dans notre démocratie plus largement serait quelque chose d'assez bénéfique. Complètement d'accord.
On va pas pouvoir le faire tout de suite là pour les municipales qui commencent dans une semaine, même si on a réfléchi à la question. Mais une forme, j'allais dire intermédiaire, c'est qu'on sorte du duel tel qu'il est présenté aujourd'hui entre le camp Aulas et le camp Doucet. Et il faut, dans l'esprit majoritaire, plutôt de la Ve République d'ailleurs, c'est de dire il faut qu'il y en ait un qui soit plus fort que l'autre. Eh bien, notre pari, c'est qu'on puisse passer la barre des 10%, être au deuxième tour et jouer un rôle de groupe d'équilibre. Autrement, on va retomber dans tous les travers, même si la loi PLM qui vient de changer ne donne plus de prime majoritaire à 50%, mais seulement à 25%. Nous avons la chance de pouvoir démarrer un début de proportionnel dans notre démocratie locale. Je pense que nos concitoyens doivent comprendre le vote utile, c'est pas seulement je choisis, même si par défaut, parce que je vais plutôt aller là et que je fais une projection de celui qui à la fin gagnera. Donc le vote utile aujourd'hui, c'est de permettre à la démocratie de vivre à Lyon de manière nouvelle. On arrive à la fin de cet entretien qui était vraiment passionnant. Peut-être en une phrase, chacun ou une idée, est-ce que vous auriez quelque chose de prioritaire à mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en priorité pour ce sursaut démocratique que vous appelez en fait tous les deux chacun de vos vœux? Je vous laisse commencer. Alexia, oui, à Lyon, la première mesure, encore une fois, c'est, pardon, je vais le redire, mais c'est de mettre en œuvre autour du concept du prendre soin comme clé d'ouverture du débat. Eh bien, c'est ce mois de mai citoyen qui sera un grand moment d'un choc de l'offre démocratique. Je pense que si on reste sur le logiciel dans les deux cas d'avant, eh bien, on n'aura aucune avancée et on fera un peu plus ou un peu moins de la même chose, mais on ne fera pas ce déplacement complet des propositions qu'on doit faire. Lyon n'est pas un îlot isolé du reste du monde. Lyon est en France, qui a une économie fragilisée, on va pas le revenir. L'Europe est plus que fragilisée et l'état du monde est quand même aujourd'hui particulièrement inquiétant. Ne pas penser dans ce temps d'incertitude que tout cela n'aura aucune conséquence sur la vie des Lyonnais, c'est déjà se tromper. Donc, mettons en place un mode de gouvernance, un pacte de gouvernance qui permettrait justement d'intégrer et de gérer toutes ces incertitudes au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Je vais rebondir là-dessus et je pense qu'aujourd'hui les élections en général en France permettent de créer un certain débat démocratique, d'idées, etc. et de discussion. Et je pense que le mois de mai que vous proposez, citoyen, a pour objectif aussi de prolonger cette période de campagne où on va parler de politique avec l'ensemble des citoyens et citoyennes. Et je pense qu'il faut arriver justement à le prolonger durant tout le mandat. Et pour moi, c'est aussi un des rôles des partis politiques, c'est de de pas être présent seulement lors des élections, mais d'avoir un travail de fond avec les citoyens et les citoyennes, avec le corps intermédiaire, en dehors des élections, en dehors des périodes d'élections en France. Alexia, peut-être pour finir, parce que là, je vous ai entendu sur encore des nouveaux outils, vous avez parlé peut-être d'une convention thématique annuelle et puis d'un observatoire citoyen. Est-ce que vous pourriez nous dire où ça se passe et comment ça se présente concrètement? On a parlé des conventions citoyennes à l'échelle de la France. Je pense qu'elles peuvent être tout aussi utiles à l'échelle d'une ville. Et je pense et on parlait du tirage au sort aussi, c'est un scrutin qui permet de représenter les Lyonnais et les Lyonnaises de manière presque parfaite et qui pourrait justement, ces conventions, répondre à des questions qui les concernent directement sur des grands aménagements qui pourraient être faits à Lyon, en amont bien évidemment, et en ayant, comme vous le disiez tout à l'heure, cette question d'ouverture. Il faut pas arriver en tant qu'élu avec une proposition. Et d'un autre côté, je pense qu'il pourrait être intéressant d'être mis en place, qui a été expérimenté dans d'autres communes, notamment dans les Pays de la Loire à Rezé, c'est d'avoir un observatoire citoyen. Donc d'avoir des citoyens aussi qui puissent être tirés au sort et qui ont pour mission de vérifier ce qui a été fait, les promesses non tenues, les promesses tenues aussi, et peut-être pouvoir amender le programme au fur et à mesure du mandat. Oui, une forme d'évaluation critique, c'est-à-dire en tenant compte des circonstances, parce que le monde bouge, comme je viens de le dire, tout à fait important. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cet entretien qui était très riche et très intéressant. C'est Regards croisés sur notre démocratie locale. J'espère que ça pourra être inspirant pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Merci.